Le billet politique Jean Lémarie, face à l'inflation, le gouvernement a-t-il baissé les bras? Vous ne pouvez pas imaginer de sujet plus concret, Guillaume. En un an, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 15% environ. Et après les négociations qui viennent de se terminer entre les grandes surfaces et leurs fournisseurs, ces prix devraient encore grimper de 10%. Le gouvernement le sait, il cherche une réponse politique et il n'y arrive pas. Prenez le panier anti-inflation. Il y a quelques mois, la ministre du Commerce, Olivia Grégoire, avait imaginé un panier avec une cinquantaine de produits de première nécessité à prix réduit, le même panier dans chaque enseigne. Eh bien, discrètement, le gouvernement est en train d'y renoncer. A priori, il n'y aura pas de panier unique aux distributeurs d'imaginer leur propre solution. Les magasins U ont été les premiers le mois dernier. Ils proposent 150 produits à prix coûtant. Ce week-end, Carrefour, Intermarché et Monoprix ont annoncé qu'ils créaient leur propre panier. Et de son côté, Leclerc continue à clamer qu'il est le moins cher. Entre les enseignes, la bataille d'image est brutale. Mais politiquement, que fait le gouvernement? Finalement, il procède avec l'alimentation comme avec le carburant, c'est-à-dire qu'il demande aux entreprises de faire un effort. Au groupe Total Énergie de baisser les prix à la pompe dans ses stations-service, aux grandes surfaces de réduire leurs marges. L'État incite les entreprises, il n'agit pas directement, il renonce à intervenir. Bon, ce renoncement n'est pas le premier. Non, rappelez-vous le chèque alimentation. La Convention citoyenne pour le climat avait proposé que l'État verse de l'argent aux plus démunis pour les aider à acheter des produits locaux ou des produits bio. Emmanuel Macron avait repris l'idée. Cette mesure figure même dans la loi climat et résilience. Et à la dernière élection présidentielle, le chef de l'État avait renouvelé son engagement avant de renoncer. Écoutez Bruno Le Maire, c'était au mois de septembre dernier. Nous avons fait une indemnité inflation à la rentrée, qui, dans le fond, se substitue à ce chèque alimentaire. Je vous le dis avec beaucoup d'humilité. Nous ne sommes pas arrivés à construire un dispositif qui soit opérationnel, efficace, rapide. Donc nous avons préféré cette solution. Ce qui compte, c'est que ça aille mieux pour nos compatriotes. Le ministre de l'économie sur LCI. C'est vrai que le gouvernement a mis en place une prime inflation à la rentrée pour les bénéficiaires d'allocations, 100 € par foyer, 50 € supplémentaires par enfant à charge. De la même façon, il y a quelques semaines, il a annoncé une indemnité carburant, 100 € là encore, et puis il y a le chèque énergie. Mais sur le chèque alimentation, il cale, et pas seulement pour des raisons techniques, comme le dit Bruno Le Maire. Le coût de la mesure fait peur au gouvernement. Ce coût est difficile à évaluer, mais selon un rapport administratif, ce serait au moins 1,5 milliard d'euros par an et sans doute beaucoup plus. L'association Famille Rurale réclame par exemple un chèque mensuel de 65 € pour les familles les plus démunies, pour les aider à se nourrir correctement. La mesure coûterait alors plus de 7 milliards d'euros. Le gouvernement s'y refuse, trop cher, l'État a largement soutenu le pouvoir d'achat, quoi qu'il en coûte. Maintenant, il veut tourner la page. Mais ce choix a aussi un coût politique. Face à l'inflation, les politiques ont-ils la solution? Voilà la question. Le gouvernement risque d'apparaître sourd à ce qui préoccupe des millions de Français. Comment se nourrir et comment se nourrir correctement? C'est vrai que la réponse politique est difficile. Intervenir sur les prix peut être totalement contre-productif et distribuer des chèques n'est pas non plus une solution magique. Les subventions ne remplacent pas les hausses de salaire. Mais alors pourquoi le gouvernement annonce-t-il des mesures auxquelles il renonce ensuite? Il hésite. Il tergiverse, alors qu'au même moment, sur la réforme des retraites, il avance comme un bulldozer. Le contraste est saisissant. Pour adopter une réforme impopulaire, le gouvernement est résolu. Pour résoudre un problème immédiat, il est timoré. Politiquement, et sans mauvais jeu de mots, Guillaume, ça pourrait lui coûter cher. Merci Jean Lémarie pour ce billet politique. On le retrouve sur le site de France Culture, sur l'appli Radio France. Et l'on va faire immédiatement réagir notre invité à ce que vous venez de dire, Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégie de l'IFOP. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. De l'Assemblée nationale à la rue, la réforme des retraites n'en finit pas de diviser. Quelle ligne de fracture le projet du gouvernement fait-il apparaître au sein de l'opinion publique alors qu'une nouvelle journée de mobilisation doit se tenir demain, mardi 7 mars? Comment expliquer la longévité d'un mouvement qui traverse toutes les couches de la société? Nous sommes en votre compagnie, Jérôme Fourquet. Vous êtes donc le directeur du département opinion et stratégie de l'IFOP et l'on vous doit la France sous nos yeux et l'archipel français, 2 livres publiés aux éditions du Seuil. Mon camarade Jean Lémarie vient d'évoquer le panier anti-inflation que le gouvernement
voulait mettre en place et qui finalement a été abandonné, mais qui va être fait par certaines grandes surfaces, avec là aussi un problème supplémentaire pour le gouvernement, non seulement donc la question des retraites, mais cette question donc de la hausse des prix. Votre analyse? Alors quand on regarde les enquêtes d'opinion, on constate que la question de l'inflation et du pouvoir d'achat s'est invité depuis plus d'un an maintenant comme priorité numéro 1 des Français, avec un retournement historique qui est assez spectaculaire. C'est le fait que la préoccupation autour du chômage est quasiment disparue. Elle n'a pas été rétrogradée en deuxième position, elle a quasiment disparu. Et donc cette question du pouvoir d'achat est centrale pour une large majorité de nos concitoyens. On peut donner quelques chiffres également pour rendre les choses un peu plus concrètes. En 2010, la France était déjà en crise économique, c'était la crise des dettes souveraines, la crise de l'euro. Quand l'IFOP interrogeait les Français, 54% d'entre eux nous disaient qu'ils avaient les moyens de mettre un peu d'argent de côté à la fin du mois, une fois qu'ils avaient assuré toutes leurs dépenses. En novembre dernier, il n'y avait plus que 37% des Français qui disaient être dans une telle situation. Donc on était passé de 54%, la majorité large, à peine un Français sur 3, alors encore une fois que le point de comparaison était 2010, une période qui était déjà économiquement difficile. Et alors, qui sont ces 37% de Français qui réussissent à mettre de l'argent de côté? On a quand même en France toujours une France qui va bien dans les déciles de revenus les plus élevés. Alors, ce n'est pas forcément des grosses sommes qui sont économisées tous les mois, mais une possibilité d'arbitrage. Autre élément qui est important pour notre débat, quand on regarde et quand on étudie un peu en profondeur comment les choses se nouent du côté des Français, ce qu'ils regardent, eux, c'est pas le taux d'inflation qui est publié par l'INSEE et le ministère de l'économie, c'est le prix du panier de courses. Et c'est là-dessus qu'on se forge son idée sur l'évolution de l'inflation. Alors même que la part de l'alimentation a considérablement diminué dans le budget des ménages depuis 40 ans, c'est toujours ce poste de dépense-là qui constitue le thermomètre qui est utilisé de manière empirique par nos concitoyens pour jauger de l'évaluation de l'évolution de l'inflation. Et donc la hausse des 15% a été très bien, très clairement... on l'a vu. On l'a senti passer, et les hausses à venir vont l'être également. D'autant que l'alimentation, c'est évidemment une dépense contrainte, que cela s'additionne à d'autres dépenses contraintes. Sur les carburants, par exemple. Voilà, et justement, puisqu'il y a eu, je crois, en France, une crise déclenchée par la hausse du coût de la vie, la crise évidemment des gilets jaunes, que la situation ne s'est pas améliorée, elle s'est même au contraire détériorée. Comment analysez-vous le fait qu'une partie plus importante encore de Français, et si l'on suit cette logique, se retrouve aujourd'hui avec des dépenses contraintes qui n'ont fait qu'augmenter? Oui. Jérôme Fourquet. Alors, effectivement, le paradoxe, la comparaison nous questionne avec le mouvement des Gilets jaunes, puisque à l'époque, le prix du carburant, du diesel, était à 1,40 € en moyenne, quand le mouvement des Gilets jaunes a débuté. Et on est aujourd'hui autour de 2 €. Il y a quand même des différences majeures. La première, c'est que ce qui a mis le feu aux poudres à l'époque, c'était l'annonce d'une taxe supplémentaire. C'était ça qui était paru comme étant insupportable. Aujourd'hui, même si les niveaux de prix sont très élevés, une majorité de Français considèrent qu'une bonne partie de cette inflation provient du contexte international. On a parlé de la guerre en Ukraine, les tensions sur les prix. On a aussi dans l'opinion l'idée que le gouvernement a fait ce qu'il a pu à un certain moment, entre la crise des Gilets jaunes et maintenant, le Covid est passé par là, et le fameux « quoi qu'il en coûte », là aussi a été très bien identifié et diagnostiqué par nos concitoyens. Et donc c'est peut-être ce qui explique le fait que la marmite ne déborde pas encore aujourd'hui, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, une partie de la mobilisation contre la réforme des retraites se nourrit aussi de revendications autour de la vie chère qui est de plus en plus difficile à supporter pour une part importante de nos concitoyens. Alors, les journalistes, ils ont peut-être tort, hein. Parfois les journalistes ont tort, Jérôme Fourquet, mais aimeraient voir de nouveaux signes d'une répétition de l'histoire. C'est par exemple ce que fait le Figaro ce matin avec les zones à faible émission. Peut-être rappeler en un mot en quoi elles consistent, ces zones qui vont
interdire certains véhicules polluants dans les villes, avec là aussi des situations très différentes en fonction donc des voitures que possèdent les Français. Oui, effectivement. Donc, on a dans les principales agglomérations françaises la mise en place de ce dispositif qui va filtrer ou conditionner l'accès à l'intérieur d'un périmètre donné, un périmètre géographique, aux véhicules qui sont réputés comme étant ou qui ont été classés comme étant les moins émetteurs de CO2, donc les véhicules électriques et pour faire vite, les véhicules les plus récents. Et donc, à la question des prix des carburants vient s'ajouter cette réglementation qui va contraindre toute une partie des Français à changer de véhicule s'ils veulent pouvoir se rendre dans le cœur des grandes métropoles. Et donc, effectivement, c'est un sujet potentiellement explosif, sans jeu de mots, dans la mesure où on a, y compris parfois dans le cœur des métropoles, je pense à la Seine-Saint-Denis par exemple pour l'Île-de-France, une part très importante du parc automobile privé qui n'est pas aux normes et qui n'est pas éligible. Et donc ça peut potentiellement effectivement créer voire faire débuter d'autres mouvements de protestation. Tout dépendra néanmoins de la façon et de la façon dont cette réglementation est appliquée. Est-ce qu'elle est de manière très drastique? Est-ce qu'on laisse du temps au temps? On voit dans les statistiques qu'une partie du public a anticipé, quand il a pu le faire, la mise en place de ces zones à faible émission et que la part des véhicules éligibles, en 2 ans, la part des véhicules éligibles ou qui pourraient accéder au cœur des métropoles a augmenté. Une partie des Français changeant de véhicule pour en acheter un plus récent. Sauf que on le sait, toute une partie de la population n'aura pas les moyens actuellement de changer son véhicule. Et donc, cette entorse à la mobilité pourrait générer des tensions sociales importantes. D'autant que ça s'additionne avec d'autres mesures qui devraient, du fait de la transition énergétique, peser aussi sur le budget des ménages. Je pense par exemple à l'abandon des chaudières au fioul puis au gaz, à la question donc de l'isolation énergétique des bâtiments. Il y a un certain nombre de dépenses contraintes qui devraient avoir un effet ciseau, avec d'un côté la question de l'inflation dont parlait Jean Lémarie, de l'autre la question de l'écologie qui va obliger à des dépenses supplémentaires. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il y a là aussi des choix, des priorités selon vous, Jérôme Fourquet? Il y a hélas pas de recette miracle. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que une partie importante de la population ne pourra pas faire face à cet effet de ciseau. Et donc, il faut soit décaler un certain nombre de mesures dans le temps, soit accompagner financièrement davantage. Mais on entend également Bercy, monsieur le maire, qui dit que la cagnotte n'est pas inépuisable et qu'on a déjà énormément puisé dedans. Et c'est là aussi que se noue sans doute une partie du problème, c'est-à-dire que la crise Covid et la réponse gouvernementale a énormément fait bouger les curseurs. C'est-à-dire que le concept du quoi qu'il en coûte est aujourd'hui très fortement ancré dans les têtes et avec l'idée que quand le gouvernement veut, il peut, et qu'on a bien été capable de sortir des centaines de milliards d'euros pendant la crise Covid. Et pourquoi ne pourrait-on pas, par exemple, en sortir une douzaine pour boucher le trou annoncé du régime des retraites? Et pourquoi ne pourrait-on pas également continuer d'utiliser ce levier-là pour faire face aux difficultés qui s'annoncent? Et donc c'est toute la difficulté pour le gouvernement d'expliquer que c'était un moment très particulier, qu'un effort énorme a été accompli et que maintenant, il faut qu'on retourne aux recettes habituelles ou historiques, ce que beaucoup de Français ne parviennent pas à comprendre. Monsieur François Langlais avait signé une tribune dans le Figaro dont le titre était « Les Français ne croient plus aux milliards ». Et donc c'est un peu cette idée, c'est-à-dire qu'il y a l'idée qui s'est fortement inscrite dans le paysage que des marges de manœuvre budgétaires existaient et qu'on pouvait, en cas de situation exceptionnelle, les utiliser. Alors, le gouvernement essaye de trouver des alliés du côté des entreprises privées. Vous avez mentionné Total Énergie tout à l'heure. Et on renoue
un pacte historique actuellement entre la grande distribution et les pouvoirs publics pour essayer de casser l'inflation. Ça a été quand même la vocation historique de la grande distribution en France dans les années 70 et 80 de faire accéder à la consommation de masse le plus de Français possible, mais aussi de casser les prix, de limiter les prix. Alors, le tournant de la rigueur, il y a été pour beaucoup, mais vous vous souvenez des slogans détournés d'ailleurs par Coluche, Mammouth écrase les prix, les mousquetaires de la distribution, etc. etc. Michel-Édouard Leclerc reprend les anciennes de son père, en disant nous, on n'a pas besoin de panier anti-inflation parce qu'on est historiquement les moins chers, etc. etc. Donc la grande distribution, aujourd'hui, est mise aussi à contribution par le gouvernement pour essayer d'apporter son écho à la lutte contre l'inflation. Là où le gouvernement est pris parfois dans des contradictions, c'est que une partie de cette lutte contre la vie chère, eh bien, la grande distribution l'a fait payer aux fabricants agroalimentaires, aux agriculteurs, et donc il y a aussi aujourd'hui la prise de conscience. Ce qui sera un déplacement du problème pour les agriculteurs. Jean Lémarie. Précisément là-dessus, comment écraser les prix sans écraser les producteurs, je reprends effectivement ce slogan. Vous vouliez pas reprendre Mammouth écrase les prix Non, je ne fais pas de publicité, même pour les enseignes qui n'existent plus aujourd'hui. Ouais. Non, mais ça, c'est une vraie question. Et les contrepétries de Coluche. Voilà. Jérôme Fourquet. Dans le message même politique, à la fois répondre, et c'est extrêmement difficile à la question de l'inflation, et en même temps continuer à promouvoir un modèle qu'on voudrait plus vertueux, plus respectueux de l'environnement, plus respectueux des producteurs, de ceux qui produisent à côté de chez nous. Comment s'en sortir ? Alors, on voit que la grande distribution et en partie le gouvernement cible un certain nombre de responsabilités. Et en disant, typiquement, dans les rounds de négociations qu'il y a eu entre les fournisseurs et les producteurs agroalimentaires et la grande distribution, eh bien, les PME, notamment tricolores, ont été relativement raisonnables, alors qu'une grande partie des majors de la grande distribution, des entreprises internationalisées, françaises ou autres, elles ont beaucoup plus appuyé sur le crayon en termes de hausse. Et donc, aujourd'hui, la grande distribution, comme le gouvernement, tente à sanctuariser les producteurs locaux, les PME, les entreprises que les Français apprécient, et demande ou concentre le tir sur la World Company qui est accusée d'avoir très fortement joué sur cette tension inflationniste. Et donc là où on peut le faire, le gouvernement demande des efforts, y compris à des grands groupes français comme Total sur l'essence. Et puis je pense qu'on va avoir une pression sur un certain nombre de grandes entreprises internationalisées, mais qui ne représentent pas forcément l'intégralité du panier de la ménagère. Bon, il y a aussi une autre proposition qui vient de la gauche, Jérôme Fourquet, qui serait une adaptation de la fiscalité. Alors, adaptation momentanée, permanente, restructuration, bref, l'idée qu'il y a un certain nombre de réserves financières, qu'elles sont à chercher, alors ou bien auprès des entreprises, ou bien auprès des personnes les plus aisées. Bien oui, effectivement, on est là-dessus. C'est-à-dire que on a le premier levier actionné, c'est le quoi qu'il en coûte. En disant, la dépense celui-ci, on l'a évoqué et voilà. on voit les limites. Les limites, mais une partie des Français considère qu'il n'y a pas de limite. Donc on doit pouvoir continuer à aller là-dessus. Que la crise alimentaire est au moins aussi grave que la crise Covid pour une partie des Français. Et donc il faut, à situation exceptionnelle, moyens exceptionnels. Et si tant est que la cagnotte de Bercy ne soit pas suffisante, eh bien, effectivement, on a vu remonter à la surface un discours qui est assez ancré en France, et il est remonté à l'occasion de la publication des résultats d'un certain nombre de grands groupes du CAC 40, l'idée selon laquelle il faudrait mettre à contribution les plus riches ou les entreprises les plus prospères et les plus florissantes. Et donc ça, on retrouve des clivages politiques autour de ces questions-là. Vous comprenez d'ailleurs pourquoi le gouvernement le refuse? Est-ce que c'est une question de clivage politique, comme vous venez de le dire? Est-ce que c'est une autre raison qui expliquerait cette hostilité? Sur la mise à contribution des plus grands groupes, je pense que de la part du gouvernement, la fin de non-recevoir s'explique à la fois pour des raisons idéologiques
et pour aussi sans doute, les deux sont liés, des questions de cohérence en termes de politique économique, en disant on a pratiqué ce qu'on appelle une politique de l'offre sous le précédent quinquennat, on a fait baisser des impôts de production, on s'est démené pour rendre la France davantage attractive aux investissements étrangers, et donc c'est pas le moment d'envoyer un signal inverse en ajoutant ou en inventant une nouvelle taxe sur les surprofits. Donc c'est au nom de la cohérence de la politique d'ensemble que le gouvernement tient à garder sa ligne. Il avance comme argument de l'efficacité de la politique qui a été menée plusieurs paramètres. D'abord le fait que, on l'a dit tout à l'heure, le chômage a quand même pas mal diminué en France, et que tout ça n'est pas tombé du ciel, que sans doute voit-il les effets de la politique économique qui a été menée. Et puis un autre indicateur qui est important, c'est le fait que les investissements étrangers en France demeurent élevés, et que pour la première fois depuis 40 ans, au cours du dernier quinquennat, la balance qui est faite entre le nombre de sites industriels qui sont fermés et le nombre de sites industriels qui sont ouverts ou agrandis était repassée en positif. Et donc, voilà, nous avons une dynamique qui est relativement vertueuse, dit le gouvernement, et donc c'est pas le moment d'envoyer par ce message un signal qui viendrait brouiller l'équation. Mais si l'inquiétude des Français, parce que l'inflation alimentaire, c'est quelque chose qui fait particulièrement peur. Les famines, jadis, étaient appelées des chertés. Ouais. Et donc, on voit bien là aussi ce que ça véhicule comme ambiance et comme crainte. Jérôme Fourquet, si l'idée, c'est que désormais, on a de plus en plus de difficultés à vivre de son travail. C'était déjà une angoisse qui était présente lors de la crise des Gilets jaunes. Elle s'est accrue avec l'inflation alimentaire, qui est un phénomène plus récent. Est-ce que les efforts de lutte contre le chômage ne vont pas être anéantis par une situation nouvelle, l'idée qu'on pourrait basculer à la fois dans le plein emploi, ça n'est pas encore du tout le cas, mais une situation où les emplois ne permettraient pas de vivre de manière raisonnable. Alors on retombe sur le sujet initial, on parlait des retraites et du rapport au travail, avec cette question des travailleurs pauvres et de la question aussi du fait de savoir si le travail qui est fourni est suffisamment rémunéré en termes de... Et donc ça se pèse, ça se ressent en termes de reconnaissance, mais également suffisamment rémunéré tout simplement pour permettre aux salariés et à sa famille de vivre un minimum dignement. Encore une fois, on raisonne là à chaque fois par des moyennes, mais on entend ce qui se passe du côté des banques alimentaires, du côté des Restos du Cœur, avec une augmentation sans précédent du nombre de bénéficiaires. Et donc, effectivement, il y a ce cri d'alarme qui est posé. Et le gouvernement essaye de trouver des alliés, notamment du côté de la grande distribution, pour essayer de maintenir, autant que faire se peut, de contenir la hausse des prix alimentaires. Jérôme Fourquet, on vous doit une vision d'une France archipélisée, selon le titre de votre ouvrage L'archipel français. Est-ce que finalement on a toujours affaire à un archipel, ou bien a-t-on affaire à un clivage bloc contre bloc? Alors ensuite, chacun évoquera, s'il le souhaite, classe contre classe, ou les différentes métaphores que l'on peut utiliser, puisqu'on voit qu'on a affaire à deux France. Alors, pour la réforme des retraites. Sur la réforme des retraites, donc il y a des lignes de clivage qui fédèrent encore assez largement, des grands continuums, ça c'est clair. Ensuite, quand on rentre dans le détail, vous voyez par exemple que toute une partie des Français qui sont opposés au recul de l'âge de départ à la retraite, qui est la mesure phare de ce projet de réforme, sont favorables à la fin des régimes spéciaux, par exemple. Et donc, je ne suis pas convaincu que les cheminots que vous avez interrogés à la gare de Lyon soient sur cette position-là. Donc, vous voyez que quand on rentre dans le détail, derrière des mots d'ordre qui peuvent être fédérateurs, parce que la réforme des retraites s'appliquerait à tout le monde, dès qu'on commence à regarder un peu les choses dans le détail, on voit des lignes de faille se dessiner. Mais alors, c'est quand même étrange, parce qu'on disait que nous étions dans un pays majoritairement de droite, avec donc une prééminence de ces idées-là. On voit que c'est une droite qui est une droite un peu étrange. Je vous vois sourire. Alors, tout dépend de ce qu'on met derrière le terme de droite. Quand on dit une France de droite, nous, on a toujours pensé que sur les questions économiques et sociétales, la France n'était pas à droite.
Vous voyez qu'il y a une grande majorité de Français qui étaient favorables à la PMA pour les couples de femmes ou les femmes seules, donc sur ces avancées sociétales. On le voit aujourd'hui sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de la taxation des grands groupes. Il y a un très large consensus pour soutenir des propositions qui émanent plutôt de la gauche. Là où la France est sans doute majoritairement à droite, c'est sur les questions régaliennes, sur les questions de sécurité, sur les questions de l'insuffisante sévérité perçue des peines prononcées par la justice, sur les questions d'immigration. Là, sur tous ces sujets-là, c'est la droite et l'extrême droite qui, aujourd'hui, donnent le là en France. Sur les questions sociétales et économiques et sociales, on n'est pas sur une France qui serait soit traditionnaliste, soit en plan économique libéral, pas du tout. Mais alors, l'une des valeurs qui est considérée comme étant de droite, c'est l'émancipation par le travail. S'il y a divorce entre les Français et le monde du travail, une partie d'entre eux, est-ce que ça veut dire que cette perspective-là de l'émancipation par le travail, elle s'évanouit aujourd'hui sous nos yeux ? En partie, notamment parce que beaucoup considèrent que le travail ne paye pas assez. Et que bien qu'en respectant, c'est-à-dire sa part du contrat, en faisant partie de cette France qui se lève tôt, eh bien, on ne parvient plus à assurer à sa famille un train de vie décent. Et donc la promesse de l'émancipation n'étant pas aussi évidente ou aussi remplie qu'elle a pu l'être par le passé, une partie des Français reconsidèrent leur rapport au travail. Une conclusion, Jérôme Fourquet, si cette réforme politiquement passe, je veux dire si elle est votée, qu'est-ce qui pourrait se produire ? Alors on verra. On n'a pas l'impression que le mouvement social soit en capacité de s'engager dans une lutte prolongée. Pour autant, tout ça laissera bien évidemment énormément de rancœur, de colère, notamment dans la France qui est la plus en difficulté. Tout ça pourra s'exprimer soit peut-être un jour électoralement, soit lors de d'autres mobilisations sur d'autres sujets. Typiquement, par exemple, sur la question du coût de la vie dans les mois et les années qui viennent. Donc, en tout cas, ça contribuera à rendre le climat encore un peu plus électrique et délétère. Merci Jérôme Fourquet. Je rappelle que l'on vous doit La France sous nos yeux aux éditions du Seuil avec Jean-Laurent Casselli et l'Archipel français. Dans quelques secondes, le point sur l'actualité.